Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mardi 22 avril 2025. Après ce week-end Pascal, j'accueille un invité politique et cette semaine, le député du Finistère LFI-NFP, Pierre-Yves Cadalin, sera notre grand témoin durant un peu plus d'un quart d'heure. Nous reviendrons sur l'actu de ces derniers jours en Bretagne et ailleurs, sécurité, finances, élections municipales et avenir du NFP. Bonjour Pierre-Yves Cadalin. Bonjour. Alors, on va bien sûr évoquer aujourd'hui le décès du pape François hier à l'âge de 88 ans. Un pape que l'on qualifiait plus proche des migrants, mais aussi des pauvres. Que vous inspire justement le parcours de ce souverain pontife ? Eh bien, il me semble que le pape François était un homme courageux et je souhaite saluer le courage dont il a fait preuve ces dernières années, notamment parce que dans le monde, il y a une certaine ambiance qui parfois donne beaucoup de crédit, beaucoup trop de crédit à des thèses haineuses qui nourrissent l'extrême droite, ce qu'il appelait d'ailleurs lui-même le fanatisme qui rejette l'autre dans l'indifférence. Et en réalité, que ce soit sur le changement climatique, sur les réfugiés, vous l'avez dit, ou également sur la nécessité absolue d'un cessez-le-feu à Gaza, eh bien, il a supporté une parole très forte. Alors, je pense que lui rendre hommage à ce titre est important parce qu'il permettait de reposer des principes clairs à un moment où le simple fait de dire des principes humanistes de la sorte, eh bien, semble nous exposer à toutes les critiques et de façon terrible. Cela n'empêchait pas, par ailleurs, des désaccords réels sur le droit à l'avortement, sur le droit des LGBT, sur la fin de vie. Mais avec lui, c'est une grande conscience humaniste qui s'éteint. Quel doit être, je dirais, le profil du prochain pape, justement? Est-ce qu'on doit garder sa lignée ou alors, justement, peut-être casser un peu les codes et puis aller sur autre chose? Vous savez, moi, je suis très attaché à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Et donc, nous avons nos élections. Ils ont manifestement les leurs, dont je ne sais pas exactement quel est le processus. Ça a l'air... vous avez vu que les cardinaux électeurs, il doit avoir moins de 80 ans. Je me suis dit, heureusement qu'en République, on ne fonctionne pas comme ça, parce qu'on ne va pas exclure comme ça des citoyens du suffrage. Alors, pour vous, pas de profil forcément à donner. J'ai pas, en tant que député de la République, j'ai pas à me prononcer sur cette élection. Si une voix de cette nature qui pouvait dire clairement, comme il l'a dit à de nombreuses reprises, que le capitalisme exploitait les êtres humains et détruisait la nature, était reconduite, ça ne serait pas pour nous déplaire. Allez, après Brest, il y a 10 jours, une nouvelle fusillade a éclaté jeudi après-midi dans le quartier de Villejean à Rennes. Le calme est revenu ce samedi sur la dalle Kennedy. Sur place, la présence des forces de l'ordre rassure les habitants, bien sûr, qui s'inquiètent toutefois de les voir partir d'ici quelques jours. On les écoute au micro de Mathilde Kemener. On se demande juste qu'est-ce qui pourrait nous arriver à tout moment, donc c'est un peu compliqué. On ne sort plus avec nos enfants le soir, la nuit, en fin de journée, quoi. On essaye de rentrer le plus tôt possible. Quand on a des enfants, ça craint. C'est pas facile à vivre. Hier soir, par exemple, je suis sortie, j'ai eu un peu peur jusqu'au moment où je suis rentrée chez moi. Il n'y a plus de clients, il y a des clients qui ne viennent plus, qui ont peur de ça. C'est mort par rapport à d'abord. Peut-être partir dans d'autres quartiers de la ville ou dans une autre ville carrément. On essaye de venir ici qu'aux heures à peu près habituelles où il y a beaucoup de monde. Enfin voilà quoi, c'est plus le calme dans le quartier. Je suis commerçant, je suis sur la dalle, du coup j'ai toujours été là quand il y a eu les fusillades. Ça sera vraiment un chaos pour nous si il n'y a pas les mesures adéquates. On sera obligé de fermer peut-être tous les commerces ici alentour. Voilà. Même pour mes courses personnelles, je ne viens pas à Villejean, au centre-ville, même à côté de Rennes, quoi. Moi, ça fait 7 ans que j'habite ici. En 7 ans, ça fait au moins 4 ans que ça dure. Donc à un moment donné, il va falloir faire quelque chose, quoi. Parce que là, si la police, là, ça va. On peut circuler tranquillement, mais là, après, quand ils seront partis, là, c'est pas la même chose. Ce dimanche, plusieurs dizaines d'habitants du quartier de Villejean ont participé à un rassemblement justement afin d'exprimer leur exaspération après la nouvelle fusillade sur fond de trafic de stupéfiants. Pierre-Yves Cadalin, que faut-il faire pour enrayer justement cette montée des actes de violence dans nos quartiers aujourd'hui ? Je crois qu'il y a effectivement un vrai problème dans un certain nombre de quartiers. Et là, je viens de recevoir d'ailleurs à l'instant aujourd'hui, et vous l'avez sans doute reçu, ça l'était adressé au Télégramme, une lettre ouverte de plusieurs habitants de Bellevue qui s'adressaient aux autorités pour savoir effectivement ce que nous comptions faire et ce qu'il fallait faire compte tenu de cette situation qui, rappelons-le, pourrit d'abord le quotidien des habitants de ces quartiers. On vient Tout l'entendre. à fait. Et on l'a entendu très bien de la part des habitants eux-mêmes. Et lorsque je vais au porte-à-porte, c'est également ce que j'entends. La question centrale dans la lutte du narcotrafic, c'est celle des moyens humains.
des moyens humains. Et cette question des moyens humains n'a pas été réglée par le texte qui nous a été proposé par le gouvernement, qui avait été voté au Sénat, puis qui est passé à l'Assemblée nationale. Il faut des moyens pour avoir des horaires d'ouverture plus amples dans les commissariats de quartier. Il faut des moyens pour avoir davantage d'effectifs sur le terrain, parce qu'effectivement, cela permet de rassurer. Mais il faut aussi des moyens très clairs pour taper ce qu'on appelle le haut du spectre. C'est-à-dire, en gros, le sommet de la pyramide du narcotrafic. Si vous ne tapez pas ceux qui se font mais des sommes de pognon énormes avec ce narcotrafic, eh bien, en fait, vous n'allez jamais tarir ce problème de sécurité. Après, je veux aussi le dire, dans ces quartiers, vous parliez d'une manifestation qu'il y a eu à Villejean, il y a eu une manifestation aussi à Bellevue de femmes du quartier, de Maman 29, qui est une superbe association qui fait du lien social, qui dit que justement il y a besoin aussi dans tous les quartiers en réalité de lieux de vie commune, de tisser des liens, de permettre en fait sur le fond de dessiner aussi pour les habitants des perspectives d'avenir. Donc je pense qu'il faut effectivement lutter fermement contre le narcotrafic d'une part, et d'autre part, il ne faut pas réduire les quartiers où ces événements se produisent à ces événements, justement. Ça, on est plus habitué à vous entendre parler justement de ce qu'il faut faire en amont plutôt que au-dessus, justement, sur le côté répressif. Là, pourtant, vous dites, voilà, il faut, côté répressif, il faut mettre des moyens. Oui, et le problème, c'est que les moyens manquent en matière de police et de justice, surtout de justice. J'en ai discuté, y compris avec la police ici. Je veux dire, la police fonctionnerait mieux si la justice était mieux dotée. Et la justice, comme l'école, comme l'hôpital, comme l'université, a subi les politiques d'austérité que nous subissons depuis plusieurs années dans le pays. Donc il faut tourner la page de cette politique pour que ça aille mieux et pour que, aux besoins des gens, la politique réponde. Alors justement, on va revenir là-dessus. Les moyens pour lutter contre le narcotrafic sont dérisoires pour Frédéric Gallet, délégué départemental Alliance. Il est interviewé au micro des Rois de Milou du Télégramme. Sur Rennes, on a actuellement 3 enquêteurs pour le département pour lutter contre le crime, contre le trafic de stupéfiants. Donc voilà, tout est dit. Voilà. On peut pas. On a beau être présent sur le terrain, déjà on n'est pas assez nombreux sur le terrain. Mais en plus, si derrière, il n'y a pas le monde pour traiter la procédure, et si au niveau des parquets et des tribunaux, il n'y a pas la réponse pénale rapide et immédiate, on n'y arrivera pas. Voilà, c'est juste impossible. Pas de réponse pénale immédiate, sans cela, on n'y arrivera pas, dit le syndicaliste de chez Alliance. Voilà, il faut des moyens, quoi. Il faut les moyens, et après il faut aussi préserver l'ensemble de notre système judiciaire qui est fondé quand même sur le respect des libertés individuelles. Rappelons-le, parce que si on veut défendre contre toutes les menaces qu'elle affronte la démocratie, il ne faut pas répondre par des menaces, par des sorties de route qui préconiseraient des mesures, vous voyez, de peine immédiate à tout va, etc. Il faut aussi quand même prêter attention à cela. Mais des moyens, effectivement, sont absolument nécessaires là et dans l'ensemble des services publics. Parce que partout où les services publics reculent, c'est la délinquance qui avance. On reviendra sûrement sur la question d'ici dans un instant, parce que forcément, il y a des économies à faire et il y aura des arbitrages aussi à faire. Ça, c'est le gouvernement qui le dit. Alors, on va revenir d'ici à un petit instant. Laurent Wauquiez est dans le Finistère ce mardi. Il prépare sa campagne pour devenir le chef de file des LR lors de l'élection interne qui se déroulera le mois prochain. Objectif préparer évidemment la présidentielle de 2027. Les attaques de Brest et Rennes se généralisent et il faut agir, dit-il. On l'écoute au micro d'Enora Le Nôtre et de Sarah Ayed. L'insécurité explose partout dans notre territoire. Et ça ne va pas en s'améliorant, ça se dégrade. Et à chaque fois, on voit franchir des paliers nouveaux de choses qu'on pensait impensables. Les attaques à Rennes, on se serait dit ça il y a 10 ans, en plein jour, à coups de mortier. Les tirs à armes à feu entre gangs pour contrôler des territoires de deal à Villejean. Saint-Ouen, où on s'est retrouvé avec une école qui ferme pour laisser vivre un point de deal à côté. Enfin, c'est extrêmement préoccupant. 40 000 places de prison à construire dans un délai de 3 ans. Une politique pénale où on sanctionne dès le premier délit. Ça veut dire avec des courtes peines de prison. Quelqu'un fait une première dégradation, c'est 2 semaines. Un jeune part en vrille, on le met dans un centre de rééducation avec un encadrement militaire. Et puis la troisième chose, c'est taper au portefeuille. Aujourd'hui, on ne tape jamais au portefeuille les délinquants, très peu. Les Français qui respectent les règles, quand ils s'écartent, payent des amendes. Les délinquants organisent leur insolvabilité, il faut taper au portefeuille. La seule chose qui marchera, c'est la répression. Alors j'imagine que la réaction de Laurent Wauquiez vous fait aussi réagir. Un mot sur ce qu'il vient de dire.
Oui, ce sont les responsables de la situation depuis des années qui disent ce genre d'ânerie. Excusez-moi, on a l'impression de le voir arriver avec un bidon d'huile et à jeter de l'huile sur le feu. Ce n'est pas possible de procéder ainsi. L'autre jour, il disait, oui, allez, on va envoyer toutes les personnes qui sont sous obligation de quitter le territoire français à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il faut arrêter avec ce genre de sornettes et d'idées farfelues. Ce sont des idées farfelues qui, en plus, ne marchent pas. Lorsqu'il dit on va aller au tout pénal, il faut ouvrir des places de prison, ça va aller mieux. Mais cela fait combien d'années qu'on entend des Sarkozy, des Retailleau, des Wauquiez, des Darmanin dire la même chose, faire la même chose et ne jamais tirer un seul instant la leçon de leur propre échec. Ils échouent et continuent à répéter que si ça ne marche pas, c'est qu'ils n'ont pas fait assez ce qu'ils ont fait auparavant. Eh bien, ça suffit. Il faut arrêter les irresponsables qu'ils sont et les empêcher de gouverner. Alors, vous êtes député... Ils ont bien perdu les élections. Hein. Et ils soutiennent le gouvernement. Mais ils veulent aussi y retourner. Donc, vous êtes député de Brest-Ville. Hein. La cité du Ponant reste l'une des dernières villes de plus de 100 000 habitants à ne pas avoir de police municipale. Faut-il enfin mettre sur la table, lors des élections municipales à venir, la question d'une police municipale? Aujourd'hui, j'échange d'ailleurs régulièrement avec ces agents. Il y a une brigade de tranquillité qui fait un travail très important de médiation. Et je l'ai constaté à plusieurs reprises, étant souvent dans la ville, dans plusieurs endroits de la ville. Ce travail est très précieux. Il permet quand même de faire baisser les tensions. Je pense que c'est une bonne idée que de l'avoir créé. Désormais, le débat sera effectivement posé, mais je pense que le débat municipal ne doit pas se réduire à cette question de la sécurité. Il doit aussi, plus largement, permettre de dégager une vision de long terme de comment Brest va s'adapter au changement climatique, comment nous allons garantir l'autonomie alimentaire de notre ville, comment on va démocratiser la ville. Bref, il faut voir la politique municipale dans son ensemble plus généralement. Alors on arrive justement dans le nerf de la guerre, on va dire, aujourd'hui, par rapport au municipal qui approche. Alors vous avez fait un bond spectaculaire dans les sondages, selon une étude de l'IFOP, commanditée par le PS départemental, où vous faites partie de 54% des personnalités connues et reconnues de la gauche brestoise. Quel regard portez-vous justement sur cette notoriété grandissante aujourd'hui, Pierre-Yves Cadalin, et du poids que vous pouvez avoir peut-être? Je regarde toujours avec un certain amusement les sondages. En revanche, ce que je continue à faire et ce qui me semble très important, c'est aller sur le terrain, aller au porte-à-porte, comme je le fais depuis des années. Et effectivement, c'est peut-être... Ce sondage, d'une certaine manière, donne une forme d'idée de ce que cela produit, mais je suis au travail. Un temps tenté par la mairie de Brest, une nouvelle fois? La dernière fois, j'étais tête de liste d'une des listes. On avait travaillé. Là, on opère un travail collectif. On a fait déjà un atelier sur la démocratie, un autre sur le vivre ensemble. Samedi, mairie de l'Europe, il y a celui qui va porter sur l'écologie. Donc on en est au stade du programme, parce que il me semble justement qu'avant de poser la question des personnes, c'est très important de poser celle du programme. Et moi-même, je suis pleinement dans mon mandat au service de tous les habitants, comme député de Brest et député de la Nation. Cécile Baudouin et Christophe Oswald briguent la mairie et son chef de file LFI. Tout à fait. Pour les municipales, un rapprochement avec les écologistes est aussi envisagé. Oui, on travaille aussi à toutes les unions Terminer l'accord des gauches NFP, NFP, justement, celle qui vous a permis de vous maintenir, vous aussi, au second tour lors des élections législatives. Il n'y a plus l'unité qu'il y avait auparavant. Non, c'est une autre élection. Moi, je pense que c'est un moment important de l'élection municipale. C'est l'échelon de base de notre démocratie. Et il me semble que tout le monde doit pouvoir y participer pleinement, que des options, y compris au premier tour, diverses, peuvent être offertes aux électeurs. Et c'est aux citoyens de trancher en démocratie. Moi, ça me semble important. Imaginez-vous François Cuillandre briguer un 5e mandat? Il faut lui demander, mais vous dites que c'est le PS qui a commandé le sondage. Je les remercie, du coup, puisque vous dites qu'il est bon pour moi. Et alors, François Cuillandre? Nous, ça nous a rien coûté. François Cuillandre pour un 5e mandat? Écoutez, sa décision lui appartient. Il n'y a pas de disposition légale qui lui empêche de l'être. Par ailleurs, moi, mes relations avec François Cuillandre à ce stade sont des relations de travail, parce qu'il me semble important que le maire et le député mettent leurs énergies ensemble au service des habitants. Il nous reste moins de 3 minutes, on va parler économie. Le gouvernement veut redonner des marges de manœuvre à la France pour financer justement les priorités éducation, santé, défense. La ministre Amélie de Montchalin, en charge des comptes publics, doit donc trouver
40 milliards d'économies, c'est ça, ou la levée d'impôts. Or, on est déjà le pays qui a le record du monde en matière de levée d'impôts. Quelles sont les lignes à ne pas franchir? Comment fait-on justement pour redonner de l'oxygène et à l'éducation et à la santé qu'aujourd'hui on semble difficilement trouvable? D'abord, il faut partir de la réalité, c'est que ces gens-là racontent n'importe quoi depuis très longtemps. Et là, ils continuent. C'est-à-dire, en 2018, on avait 53% du PIB, du revenu national, en recettes pour l'État et la sécurité sociale. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 51%. Et là, ils disent on manque d'argent. Mais ils ont vidé les caisses. Ils ont vidé les caisses de la Sécu et les caisses de l'État. Et donc, maintenant, ils disent on a vidé les caisses pour les plus riches, mais surtout pas touche aux plus riches. On ne rétablit pas l'ISF, disent-ils, et on ne remet pas en cause la flat tax. Eh bien non, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut retourner à des recettes importantes, des recettes qui notamment prélèvent sur le capital et les plus riches et les milliardaires pour pouvoir financer nos services publics, parce que les besoins, eux, ne disparaissent pas. Que François Bayrou aille à l'EHPAD René Fortin, où je suis allé l'autre jour, dire aux soignantes que il faut réduire les dépenses, donc elles vont encore avoir moins de temps pour faire une douche à nos vieux. Non, c'est inacceptable. Donc, non seulement c'est inacceptable, et ça ne marche pas. Je veux dire, leur politique économique a été un désastre, et ces gens disent qu'il faut continuer la même politique, alors même que cette politique a perdu dans les dernières élections. Enfin, je veux dire, le tableau est magnifique. Il faut qu'il s'arrête. Il nous reste 30 secondes. On va les censurer, de toute façon. La dissolution, justement, de l'Assemblée nationale sera possible dans moins de 2 mois maintenant. Emmanuel Macron doit-il réitérer cette dissolution pour espérer retrouver une majorité à l'Assemblée? Alors ça, c'est un pouvoir propre du président de la République. Il peut aussi s'en aller, parce que peut-être que ça donnerait un cap clair au pays si on avait un nouveau président. À mon avis, ce serait pas mal. En un mot sur l'Institut. Il est capable de nous pourrir les vacances d'été. Un mot sur l'Institut Océan de l'Université des Nations Unies, que vous avez mandat que vous avez amené à voter en 20 secondes. Oui, je suis très fier de ça, parce que c'est un projet collectif, bien entendu, mais je l'ai porté en mon nom de façon transpartisane à l'Assemblée nationale. C'est un projet qui créerait un institut de l'Université des Nations Unies sur l'océan à Brest. Il peut être annoncé là à l'occasion de Nice, du sommet de Nice à l'UNOC. François Hollande a écrit au président en ce sens. Nous, parlementaires, avons également écrit en ce sens. Ce serait important pour Brest, certes, mais pour l'ensemble du pays, comme un soutien de la France au multilatéralisme et une contribution à la recherche internationale. Merci Pierre-Yves Cadalin. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Bonjour Bretagne. À suivre, Multisport évidemment présenté par Laurent Villebout. On se retrouve demain sur ce même plateau pour parler des 10 ans du point BZH. Merci de nous avoir suivis. Kenavo.